Quand la femme de peine arriva de grand matin, bien qu'on le lui eût souvent défendu, elle faisait si bravement claquer les portes dans l'excès de sa vigueur et de sa hâte qu'il n'y avait plus moyen de dormir à partir de son arrivée. Elle ne remarqua d'abord rien de particulier en venant rendre à Grégoire sa petite visite accoutumée. Elle pensa qu'il faisait exprès de rester immobile pour jouer au monsieur offensé, car elle le croyait capable de tous les raffinements. Comme elle avait par hasard le grand balai à la main, elle chercha à le chatouiller depuis la porte. L'insuccès de sa plaisanterie la mit en colère, et elle lui envoya quelques bons renfoncements sous lesquels le corps recula sans résistance. Alors seulement la curiosité de la vieille s'alluma. Elle eut vite fait de se rendre compte de la situation, ouvrit de grands yeux, lâcha un coup de sifflet, mais ne s'attarda pas dans la pièce. Elle courut à la chambre à coucher dont elle ouvrit la porte en trombe et cria fortement ces mots dans l'obscurité. « Venez donc voir, il est crevé, il est là, il est couché, par terre, il est crevé comme un rat. » Le couple Samsa s'assit sur son séant dans le lit conjugal et dut s'occuper activement de surmonter l'effroi que lui avait causé la vieille, avant de chercher à saisir le sens de son message. Mais alors ce fut rapide. Monsieur sauta hors du lit d'un côté, madame de l'autre. Monsieur jeta la couverture sur ses épaules, madame sortit en chemise de nuit, et ce fut dans cet appareil qu'ils pénétrèrent dans la chambre de Grégoire. Entre-temps, la porte de la salle à manger s'était ouverte. Grethe couchait dans cette pièce depuis l'arrivée des locataires. Elle était complètement vêtue, comme si elle n'avait pas dormi, et la pâleur de son visage semblait également témoigner de son insomnie. « Mort ?» demanda madame Samsa, en regardant la femme de peine d'un air interrogatif, bien qu'elle pût tout examiner elle-même et constater aussi le décès sans examen. « Et comment ?» déclara la femme de peine, en poussant de côté avec son balai le cadavre de Grégoire à l'appui de son affirmation. Madame Samsa eut un mouvement, comme pour retenir le balai, mais ne termina pas son geste. « Eh bien, dit monsieur Samsa, nous pouvons remercier Dieu. » Il se signa, et les trois femmes suivirent son exemple. Grethe, qui n'avait pas quitté le cadavre des yeux, déclara : « Voyez donc comme il était maigre. » Il y avait si longtemps aussi qu'il ne mangeait plus rien. Sa pitance sortait de la chambre, exactement comme elle y entrait. Et de fait, le corps de Grégoire
était tout plat et tout sec. On s'en rendait mieux compte maintenant qu'il n'était plus supporté par les pattes et que rien n'en distrayait le regard. « Allons, Grete, viens chez nous un moment, dit madame Samsa, avec un sourire mélancolique. Et Grete suivit les parents dans la chambre conjugale, non sans se retourner plusieurs fois pour jeter un coup d'œil sur le corps. La femme de peine ferma la porte et ouvrit la fenêtre à deux battants. Malgré l'heure matinale, l'air frais se mêlait d'une sorte de tiédeur. C'était déjà la fin de mars. Les trois locataires, sortis de leur chambre, cherchaient partout leur déjeuner, avec étonnement. On les avait oubliés. « Où est le déjeuner ?» demanda en bougonnant le monsieur du milieu à la vieille. Mais elle mit un doigt sur sa bouche et leur fit signe de la suivre d'un geste muet et hâtif. Ils vinrent donc et restèrent plantés là, autour du cadavre de Grégoire, les mains dans les poches de leurs vestons un peu usagés, au milieu de cette chambre où le soleil brillait déjà. Alors la porte des époux s'ouvrit aussi et M. Samsa apparut dans sa livrée, sa femme à un bras, sa fille à l'autre. Ils avaient tous un peu l'air d'avoir pleuré, et Grete appuyait de temps en temps son visage contre le bras de son père. « Quittez immédiatement ma maison, dit M. Samsa, en montrant la porte, sans lâcher ses femmes du bras. « Comment l'entendez-vous » fit le monsieur du milieu, un peu interloqué avec un sourire douceâtre. Les deux autres, ayant croisé les mains derrière le dos, se frottaient les paumes sans interruption, comme s'ils attendaient joyeusement une grande dispute qui dut se terminer par leur victoire. « Je l'entends exactement comme je le dis, » répondit M. Samsa, et il marcha sur le locataire avec ses deux femmes, en observant l'alignement. Le locataire resta d'abord tranquillement à sa place, les yeux rivés sur le sol, comme pour procéder à un nouvel agencement de ses pensées. « Eh bien donc, nous nous en allons, » dit-il enfin, en levant les yeux sur M. Samsa, comme pour quêter, dans une brusque accès d'humilité, l'approbation de cette décision que l'autre lui imposait. M. Samsa se contenta de hocher la tête à plusieurs reprises en lui roulant de gros yeux. Là-dessus, le monsieur sortit à grands pas et gagna rapidement l'antichambre. Ses deux amis, qui, depuis un moment déjà, écoutaient avec des mains plus calmes, l'accompagnèrent dans sa retraite, en bondissant littéralement derrière lui, comme s'ils craignaient que M. Samsa pût arriver avant eux et gêner leur liaison avec leur chef. Parvenus dans le vestibule, ils prirent leurs chapeaux au pater, sortirent leurs cannes du porte-parapluie, s'inclinèrent en silence et quittèrent l'appartement. Pris d'une méfiance totalement injustifiée, comme on put s'en apercevoir par la suite, M. Samsa sortit aussitôt sur le palier avec ses deux femmes et se pencha sur la rampe pour voir partir les trois messieurs qui, descendant l'interminable escalier d'une allure lente mais soutenue, disparaissaient une fois par étage à hauteur d'un certain tournant et reparaissaient au bout de quelques secondes. À mesure qu'ils s'enfonçaient davantage dans la vrille, l'intérêt de la famille Samsa baissait de plus en plus. Et lorsqu'ils furent enfin rejoints, puis dépassés par un garçon boucher qui gravissait fièrement les étages avec son panier sur la tête, M. Samsa ne tarda pas à quitter la rampe avec ses femmes
et ils rentrèrent tous trois d'un air soulagé. Ils décidèrent immédiatement de consacrer cette journée à la promenade et au repos. Ils avaient bien mérité ce répit. Ils en avaient surtout un besoin indispensable. Ils s'assirent donc à la table pour écrire 3 lettres d'excuses. Monsieur Samsa à son directeur, Madame Samsa à son patron et Grete à son chef de rayon. La femme de peine entra au cours de la séance pour déclarer que son travail était fini et qu'elle s'en allait. Les 3 épistoliers se contentèrent d'abord de hocher la tête sans lever les yeux, mais comme la vieille ne se décidait pas à partir, ils finirent par lâcher leurs plumes pour lui lancer un regard de mauvaise humeur. « Eh bien » demanda M. Samsa. La femme de peine était plantée sur la porte, souriante, comme si elle avait un grand bonheur à leur annoncer, mais qu'elle ne voulut parler qu'après s'être fait prier longtemps. La petite plume d'autruche qui ornait presque verticalement son chapeau et qui avait toujours agacé M. Samsa depuis que la femme était à son service, oscillait légèrement dans toutes les directions. « Eh bien, qu'y a-t-il donc » demanda M. Samsa, à qui la vieille avait toujours témoigné plus de respect qu'aux autres. « Ah, voilà » répondit-elle, secouée d'un rire d'amitié qui l'empêcha de poursuivre immédiatement son explication. « Eh bien, il ne faut pas vous tracasser pour emporter le machin d'à côté, c'est déjà réglé. » Madame Samsa et Grete se penchèrent de nouveau sur leurs lettres, comme pour continuer à écrire. Monsieur Samsa, remarquant que la femme allait commencer à se jeter dans une explication détaillée, fit signe de sa main tendue pour couper court énergiquement à tout récit. Alors, ne pouvant raconter, elle se rappela brusquement qu'elle était très pressée, lança un « Adieu tout le monde » vexé, exécuta un demi-tour en coup de vent et disparut en faisant claquer sauvagement les portes. « Ce soir, on la congédie, » déclara M. Samsa. Il n'éveilla d'ailleurs aucun écho ni chez sa femme ni chez Grete. La vieille n'avait pu réussir à troubler leur paix trop fraîchement reconquise. Elles se levèrent, allèrent à la fenêtre et restèrent là, enlacées. M. Samsa, se tournant vers elles dans son fauteuil, les observa un instant en silence. Puis il cria « Allons, venez, ne ruminez donc plus comme ça les vieilles histoires. Vous pouvez bien penser un peu à moi. » Ces femmes lui obéirent aussitôt. Elles se précipitèrent sur lui, le couvrirent de caresses et se dépêchèrent de finir leurs lettres. Ensuite, ils quittèrent en chœur l'appartement, ce qui ne leur était plus arrivé depuis des mois, et ils allèrent prendre le tramway pour filer à la campagne. Dans la voiture, il n'y avait pas d'autres voyageurs. Elle était tout ensoleillée. Il y régnait une douce chaleur. Confortablement appuyés à leur dossier, ils discutèrent leurs chances d'avenir. Il se trouva qu'à y regarder de près, ces chances n'étaient pas, mon Dieu, tellement mauvaises, car c'était un point sur lequel ils ne s'étaient jamais encore expliqués à fond. Ils avaient trouvé tous les 3 des situations vraiment intéressantes,
et qui promettait surtout beaucoup pour plus tard. La plus grosse amélioration de leur situation actuelle, ils l'obtiendraient en déménageant immédiatement. Ils loueraient un appartement moins cher et plus petit, mais plus pratique, et surtout mieux situé que leur logement présent, qui avait été choisi par Grégoire. En regardant parler leur fille qui s'animait de plus en plus, Monsieur et Madame Samsa remarquèrent presque en même temps que Grete, malgré les crèmes de beauté qui lui avaient fait les joues pâles, s'était considérablement épanouie dans les derniers mois. C'était maintenant une belle jeune fille, aux formes pleines. Leur expansion se calma un peu. Ils échangèrent presque inconsciemment des regards qui se comprirent. Ils songèrent tous deux qu'il allait être temps de lui trouver un brave mari. Et il leur sembla voir dans le geste de leur fille une confirmation de leurs nouveaux rêves, un encouragement à leurs bonnes intentions. Quand, au terminus du voyage, la petite se leva la première pour étirer son jeune corps.